Le Premier ministre de la France, le Premier ministre d'aujourd'hui, eh bien, il a parlé de plusieurs choses. Alors, Tom Benoît, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes économiste, vous êtes directeur de la rédaction des Géostratégie Magazine, et puis on vous reçoit assez souvent pour... Vous êtes économiste des Géostratégie, et puis souvent nous sommes temps du restaurant. On va peut-être énumérer un peu certaines choses et je voudrais qu'à chaque fois on en parle. Par exemple, il a commencé, donc François Bayrou, à dire il faut lutter contre l'endettement. Ça, c'est clair qu'il faut lutter contre l'endettement comme il faut lutter contre la grippe, la maladie ou la grippe aviaire. Alors il dit voilà, tous les partis de gouvernement, a-t-il dit, sans exception, ont une responsabilité dans la situation d'endettement créée ces dernières décennies. Et oui, dernier budget en équilibre, on le rappelle, on l'a déjà suffisamment dit, c'était il y a exactement 50 ans. Hein. Donc l'épée de Damoclès. Alors il dit, il entend réviser à la hausse l'objectif de déficit public du pays à 5,4% du PIB en 2025. Donc on revoit la prévision de croissance pour 2025. Elle était de 1,1% avant la censure du président du gouvernement. Nous la fixons à 0,9, conformément aux prévisions de la Banque de France. Voilà, et il sera proposé donc de fixer l'objectif de déficit public à 5,4% du PIB. Alors, Tom Benoît, promesse de Gascon, vœux pieux ou pas? Alors déjà, quels sont les vœux? Parce que il y a une antagonie assez traditionnelle du macronisme, si je puis dire, dans ces déclarations, le fameux « en même temps » macroniste, c'est-à-dire que dans ces temps macronistes, François Bayrou, effectivement, que la dette d'une façon et en même temps qu'il faudrait peut-être investir pour un fonds qu'il financera, a-t-il dit, je vais y revenir un peu plus en détail avec beaucoup d'ambiguïté, par la vente probablement, ou en tout cas le fait de rendre actifs les biens de l'État, un fonds qui servira à la réforme de l'État. Cela sous-entend que selon François Bayrou aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'institutions, de fonctionnaires, de commissions multiples pour réformer l'État, et qu'il va falloir se délester de biens publics, ou en tout cas d'user des biens de l'État, pour financer un fonds qui servira à réformer cet État qui est déjà glouton et qui ne permet plus de faire fonctionner l'économie du pays. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important à souligner par rapport aux déclarations d'hier de M. François Bayrou, le Premier ministre, c'est que François Bayrou nous dit que le paiement des retraites représenterait plusieurs dizaines de milliards, environ 50 ou 60 milliards d'endettement public. Alors ça, c'est un calcul qui revient à justifier que n'importe quelle dépense peut représenter un montant colossal d'endettement public. On pourrait très bien dire que le ministère des Armées représente l'essentiel de l'endettement public annuel, que tel ou tel poste représente l'essentiel. Si j'observe les chiffres qui sont donnés par l'organisme qui quantifie le corps, les retraites et le financement des retraites, on serait plutôt pour des montants qui sont, disons, 10 fois inférieurs, mais plutôt à 6 à 7 milliards de financement par l'endettement public pour le paiement des retraites. Alors que François Bayrou a annoncé 60 milliards ou presque, quoi. Absolument. C'est ça. Ouais. Alors après, qu'il y a un problème pour le système de retraite en France, c'est une réalité. Et je dirais que c'est l'inéluctable drame de tous les pays sous-développés. Et la France est un pays en voie de sous-développement. Il suffit de voyager un peu et de faire des affaires à l'étranger pour s'apercevoir que nos problèmes, je dirais plutôt nos problématiques, relèvent de données qui sont des données de pays en voie de sous-développement. Nous attendons un rendez-vous avec Sophie Binet, représentante de la CGT, qui ne défend en rien les travailleurs. Par ailleurs, qui défend... c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais sur un plan très théorique, ce qu'on appelle les réflexions sociales. Et c'est pour ça qu'on les qualifie de partenaires sociaux pour faire fonctionner le pays. Eh bien, moi, je peux vous dire que ça n'est pas comme ça qu'on sauvera le bateau dans lequel nous sommes malheureusement immergés. Immergés. Alors justement, pour parler d'immersion et du montant d'immersion, je rappellerai, et vous le savez, Tom Benoît, et tout le monde le sait, mais il faut le rappeler, il ira encore mieux en le disant,
disant à la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3 228,4 milliards d'euros. 3000, donc un peu plus de 3 000 milliards d'euros, d'après la dernière publication de l'INSEE, soit 112% du PIB. Et alors, justement, après rapport aux retraites, etc., il dit, voilà, bon, il va remettre le chantier par rapport à la fameuse la réforme des retraites adoptée en 2023, l'article controversé 49.3 qui a été obtenu comme ça, qui portait à 102, de 62 à 64% de l'âge de la retraite, etc. Mais au fond, Tom Benoît, dans l'écoutant, vous avez écouté comme moi, comme beaucoup de gens, la déclaration. Est-ce qu'il y a, dans ce qu'il a dit là-dessus, en tout cas sur la dette, sur les retraites, on va parler ensuite de la proportionnelle, etc., est-ce qu'il y a du nouveau ou en fait c'est un constat comme on l'a fait depuis déjà des années, voire des décennies ? Alors, dans ce qu'il a dit précisément, il n'y a pas de nouveau, mais il faut savoir lire entre les lignes. Par contre, sur ce que j'entends et ce qui fuite, les bruits de couloir, oui. Ce qui va être appliqué par le gouvernement Bayrou, c'est une augmentation d'impôts sur les sociétés, par exemple. Et ça, il ne l'a pas dit clairement, si je puis dire. Il l'a laissé comprendre, il l'a laissé entendre. Et par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir un acompte à payer en 2025 pour les sociétés françaises par rapport aux résultats. Vous savez que c'est toujours un petit peu la même musique qui sont estimés en rapport de ce qui a été réalisé précédemment. Il va y avoir également, selon sous le masque de la justice fiscale, qui est un terme très en vogue aujourd'hui, une mise en chantier d'une prochaine taxation des hauts patrimoines ou des hauts revenus. Alors qu'est-ce que les hauts revenus selon François Bayrou ou bien des personnes qui travaillent avec lui. Personnellement, je ne le sais pas. Par contre, ce que demandent les socialistes, ce que je sais, c'est que c'était 0,5 de taxation. Je crois que François Bayrou s'est entendu avec eux et les autres, je veux dire, tous ceux qui gravitent autour finalement de ce centre dirigeant, à 0,4. Mais 0,4, dans quelle mesure, sous quelles conditions? Ce que l'on voit, c'est qu'on a un impôt sur la fortune immobilière qui avait été justement instauré par Emmanuel Macron, ce qui était absurde à ce moment-là, parce que on transformait l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais avec un cahier des charges qui n'avait pas de sens. On ne prenait même plus en considération le fait que vous puissiez détenir un yacht, par exemple, à 15 millions. Et là, on est en train de revenir à un impôt sur la fortune, mais ce que l'on ne dit pas clairement, c'est qui sera considéré comme étant fortuné. Oui, à partir de quel montant et à partir de quel montant, etc. C'est ça. Voilà. Tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'on va taxer la production, on va taxer l'épargne, et que par contre, dans l'intervalle, on va vendre des biens publics pour réformer l'État et pour créer des commissions pour réformer l'État, et que l'on va également, c'est une annonce de François Bayrou, construire des logements pour les jeunes. Alors, on parle de 15 000, je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas qu'on va investir avec de l'argent public pour construire des logements pour les étudiants. Là aussi, il faut un petit peu redéfinir le concept. Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant en France en 2025 ? Est-ce que c'est apprendre un métier qui permettra de générer de la richesse et de mener d'être productif, confortable, d'être productif et de faire évoluer le pays, et donc d'apporter des points de croissance ou pas ? Et là aussi, sur les points de croissance, il n'y a absolument aucune mesure qui permette de relancer l'économie libérale. Au contraire, on est en voie de soviétisation, je n'ai pas peur des mots et je n'ai pas peur de le dire. Et les ambitions de François Bayrou sont aussi théoriques, vaines et caricaturales que ne l'était celle de Bruno Le Maire. De son prédécesseur ou de Bruno Le Maire, oui, c'est ça. Son prédécesseur avait au moins un petit peu plus d'aisance, on va dire, ou d'éloquence. Ouais. Alors justement, parmi ce qu'il propose, il y a deux choses quand même là qui sont peut-être plus politiques qu'économiques, mais quand même. Donc, il a relancé l'idée du banque de la démocratie, que le financement des partis politiques et des campagnes ne dépend plus de choix de banques privées, mais puisse éventuellement en recours être le fait d'organismes publics placés sous le contrôle du Parlement. Là, ça veut dire qu'il va créer encore plus d'organismes publics, ou au contraire, on peut dire c'est bien que le financement des partis politiques ne dépend plus des banques privées.
Qu'est-ce que vous en pensez, Tom Benoît? Je vais vous répondre très clairement. Moi, je suis pour que le financement des partis politiques dépende des banques privées et surtout dépende des électeurs, dépende de vous et moi lorsque nous allons voter, lorsque parfois nous sommes militants politiques, nous sommes journalistes, donc nous ne sommes pas militants politiques. Moi, je n'adhère à aucun parti, mais je pense qu'il y a beaucoup de partis, celui d'Éric Zemmour, par exemple, ou le Rassemblement national, ou la France insoumise, ou peut-être même le parti Renaissance, qui arrive à engranger des recettes par rapport aux cotisations des adhérents. Et cela suffit amplement pour mener des campagnes. Nous n'avons pas besoin que l'État français décide de quel ou quel parti peut avoir le droit justement d'être représenté et de se voir attribuer des fortunes qui proviendront de la levée de l'imposition des Français. Les partis doivent être libres, cela fait partie des préceptes de la Ve République, et la représentation démocratique de ces partis peut se faire d'une façon très simple aujourd'hui. Vous savez laquelle? Au-delà des médias traditionnels, les réseaux sociaux, comme X, effectivement, qui sont les médias citoyens, et que justement, une poignée de censeurs dont les actions ont des accents malheureusement dictatoriaux. Suivez mon regard de fact-checker. Mais exactement. Alors justement, Tom Benoît, je voudrais qu'on parle de ça, alors d'autres choses, vous allez voir. Après avoir dit c'était sympathique, il a commencé un tout petit peu par s'amêler les pinceaux, mais ça c'était drôle. Juste écoutez ça, c'était assez drôle. François Bayrou. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Voilà, il est un néophyte, bon c'était amusant, il s'est un peu fichu de lui-même, très, très gentiment. Mais alors il a abordé autre chose dont je voudrais qu'on parle maintenant. Écoutez ce qu'il disait sur la réforme du mode de scrutin législatif avec un principe de proportionnel. Il relance ce vieux serpent de mer que beaucoup de gens réclament, d'ailleurs à juste titre peut-être. Écoutez François Bayrou. De vos organisations, mais je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est la seule règle qui permettra à chacun d'être lui-même authentiquement sans être prisonnier d'alliances insincères. Alliance insincère, c'est vrai qu'on a vu au second tour des législatives quand même, c'était assez fort de café et c'était vraiment exemplaire et chimiquement pur, quand je dis pur, plutôt impur, de ce qui pourrait se passer au niveau des magouilles. Vous en pensez quoi, Tom Benoît, de la proportionnelle? Comme vous dites, c'est fort, mais ce qui est d'autant plus fort, c'est que vous avez un personnage qui est parachuté, pour ainsi dire, au sommet de l'État, qui est en train de vous expliquer que dans un premier temps, il faut contrôler le financement des partis et qu'une fois, dès lors que l'on aura contrôlé le financement des partis, donc que l'on aura distribué au sein d'un échiquier les partis qui sont autorisés, là, il y aura une proportionnelle. Pour le moment, tant que les partis sont financés par des banques privées et tant que les résultats des élections sont assez limpides, ce qui est le cas jusqu'à présent, lorsque Thierry Breton ne se réjouit pas qu'elle soit empêchée dans certains pays de l'Union européenne, là, il n'y a pas de proportionnel. Voilà. Donc, ce qui est assez aberrant, là aussi, c'est d'entendre un Premier ministre qui vous explique que la proportionnelle n'a pas lieu d'être en ce moment, mais qu'elle aurait lieu une fois que les élections pourraient être contrôlées par des partis qui seraient financés sur décision de l'État. C'est amusant. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. On se retrouve, Tom Benoît. On va continuer cet examen, je ne dirais pas cette autopsie, mais cet examen après cette toute petite pause. Et n'hésitez pas à réagir en appelant le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ainsi parlait Bayrou Toustra dans son sermon sur la montagne du Palais Bourbon. Et on est en train de décortiquer tout cela avec Tom Benoît. Alors justement, Tom Benoît, on a parlé de la dette, on a parlé de la proportionnelle, on a parlé de tout cela, on verra, hein, c'est pas évidemment en 3 jours qu'on peut faire ça, mais véritablement arrivera-t-il, et c'est tout le problème, à légèrement déjà, non pas dégraisser le mammouth, et encore que on le souhaite tous, mais secouer un peu le cocotier. Et il a parlé, et ça fait longtemps
longtemps qu'on n'en parlait pas dans l'enceinte. Il a demandé, c'est intéressant, mais pourquoi faire? Il a demandé à reprendre l'étude des cahiers de doléances du moment des Gilets jaunes. Il a dénoncé effectivement la division du pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas, disait François Bayrou, mais la promesse française, voilà, il faut abattre ce mur, les attentes souvent les plus exprimées, qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Donc lui, il ne dit pas, il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont rien. Qu'est-ce que vous en pensez, à la recherche des Gilets jaunes perdus? Je vous dirais que j'ai peur de comprendre, en quelque sorte, j'ai peur de comprendre que nous avons un Premier ministre qui flatte les bas instincts des personnes qui sont en difficulté, que l'on représente comme ayant été les Gilets jaunes, généralement. Les bas instincts, vous dites ça entre guillemets, bien sûr. Oui, je dis les bas instincts parce que c'est une façon de catégoriser des gens qui bien souvent accumulent, pour ainsi dire, plus de malheur que ce qu'ils peuvent en exercer sur d'autres. Vous savez, quand il n'y a pas de réussite sans violence, et on peut être quelque peu violent si on réussit dans la vie, si on est entrepreneur, si on est dirigeant d'entreprise, et généralement on est plus violent si on dirige Total que si on est salarié dans une raffinerie. Et donc on flatte ces personnes qui ont beaucoup souffert en quelque sorte et qui avaient des revendications, mais des revendications qui étaient populaires. Il n'y a pas de cahier de doléances à rendre public des Gilets jaunes. Bien la crise des Gilets jaunes, vous et elles étaient légitimes, ces revendications, d'ailleurs. Et elles étaient légitimes, absolument. Et elles correspondaient à une époque également, qui est pourtant pas si lointaine, en 2018, durant laquelle le pays pouvait être paralysé parce qu'il était encore un peu plus industriel, mais au sens économique du terme également. Des grandes surfaces qui fonctionnaient plus qu'aujourd'hui et qui, si elles étaient fermées durant un laps de temps très long, pouvaient paralyser une économie, les galeries marchandes, tout cela, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la crise des Gilets jaunes n'aurait plus lieu d'être. Elle est malheureusement beaucoup plus profonde aujourd'hui. Elle s'est étendue à des classes moyennes et à des classes moyennes supérieures également, et à beaucoup de personnes qui se sentent privées d'une forme de liberté, non seulement d'entreprendre et de faire, mais également une liberté d'être, et qui rejette une forme de dictature politique et économique dans le pays. Donc j'y lis une forme de démagogie de la part de François Bayrou, qui pensait certainement, c'est ma lecture en tout cas, qui pensait en satisfaisant justement ce que je qualifiais comme étant les bas instincts de ceux qui souffrent et qui s'étaient révoltés, dire « Eh bien regardez, je vous ai donné cette aumône, je vous ai regardé et entendu, je vous ai dit, on va ouvrir vos petits cahiers que nous n'avions pas rendus publics jusqu'à présent. » Mais c'est un double langage permanent qui est nous ne sommes pas les ennemis des riches, mais nous allons surtaxer les riches, on dira plus tard qui sont les riches. Nous ne sommes pas les ennemis des pauvres, mais par contre, nous n'allons en aucun cas favoriser les personnes qui travaillent et qui ne se qualifient pas comme étant des pauvres, qui ne sont pas des pauvres gens, mais qui sont des personnes qui travaillent et qui ont simplement envie de vivre de leur travail. De mieux vivre, bien sûr. De mieux vivre de leur travail. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, si on est le Premier ministre d'un pays qui se retrouve dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est que l'on révise totalement le système d'imposition du pays pour favoriser les petites entreprises, pour favoriser les petits revenus. On fait profiter par exemple également aux héritiers qui sont obligés parfois de vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais de succession, de lois équivalentes aux lois d'exonération pour les successions d'entreprises. Vous savez que si vous héritez aujourd'hui d'une entreprise qui pèse, mettons, une cinquantaine de millions d'euros, ce qui n'est pas rien, si vous engagez à être dirigeant pendant plusieurs années de cette entreprise, vous bénéficierez d'un abattement considérable. Par contre, si vous héritez d'un bien immobilier qui est estimé à environ 2 ou 3 millions d'euros, eh bien, vous payez quasiment la moitié en frais de succession. Oui, même 60%. Alors justement, on parlait de liberté, Tom Benoît, je voudrais finir là-dessus avec vous quand même. Il y a un moment magnifique. Alors en décembre 2024, c'est-à-dire il y a même pas un mois, François Bayrou parlait de Mayotte et parlait de Starlink. Écoutez. Pour les télécommunications, pour pallier aux difficultés et répondre à l'urgence, nous allons déployer 200 Starlinks pour assurer les communications en urgence. Les réseaux fixes de télécommunications ont été largement détruits. Voilà, les réseaux fixes ont été détruits, donc Starlink va arriver. Merci qui? Merci Elon Musk, qui est évidemment le créateur, le fondateur et le propriétaire de Starlink. Mais
Hier, à l'Assemblée nationale, dans sa déclaration, justement, François Bayrou a reparlé justement de la personne que Trump a nommée pour dégraisser le mammouth étatique américain. Et voici ce que disait un mois plus tard François Bayrou. La domination technologique par des entreprises de taille planétaire et le pouvoir que tout cela donne d'intervenir dans la vie démocratique d'autres États. Ce nouvel ordre mondial, ou plutôt ce nouveau désordre mondial qui menace tous les équilibres et toutes les règles de la décence, il y a un certain nombre de figures qu'il incarne sans complexe, comme celle de M. Elon Musk. Et voilà, merci Elon Musk pour Starlink et Mayotte, qui va nous sauver, on n'y avait plus rien. Et honte à Elon Musk, ce salaud de prédateur qui est en train de tuer nos libertés. Intéressant, non, Tom Benoît ? Je pense qu'il y a eu un alignement de planètes assez formidable qui relève de l'inespéré et qui a permis d'avoir à la tête de la première puissance occidentale et du monde des personnes qui aiment avant tout passionnément la liberté et les libertés individuelles, qui aiment l'argent également et qui doivent user de stratégies qui sont très certainement, très régulièrement machiavéliennes, je n'en doute pas, mais qui aiment avant tout la liberté. Et c'est cet élan-là, et seulement cet élan, qui permettra de faire évoluer la situation de l'Europe. Si demain, les réseaux sociaux sont censurés, contrôlés, régulés, on peut appeler ça comme l'on veut, et que les partis politiques sont financés sur décision de l'État, vous pouvez dire adieu non seulement à la démocratie, mais vous pouvez dire adieu au point de croissance et à l'économie. Et le reste du monde ne nous attendra pas. Les Émirats arabes unis, l'Inde, la Chine, les États-Unis, tous ces pays-là ne nous attendront pas. Donc on a intérêt à conserver un minimum de liberté sur le sol européen. Merci Tom Benoît. Écoutez, on continuera à parler de tout cela avec vous. Et puis voilà, ce qui se passe aujourd'hui et que nous décryptons, c'est notre métier.